Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Donc nous, on va commencer par vous faire un duo avec Camille Marcignac, qui est chirurgien endocrinien au CHU de Lille, donc qui opère les thyroïdes. Et donc moi, je suis Myriam Latsou, je suis médecin endocrinologue, et donc on travaille énormément ensemble, vous imaginez. Et on a décidé de vous présenter aujourd'hui les techniques alternatives qui ne sont pas des thyroïdectomies totales chirurgicales dans lesquelles on enlève toute la thyroïde. Donc on sort un peu du cancer réfractaire qui est la thématique de cette session médicale, mais on va parler d'autres pathologies qu'on peut traiter autrement que par une chirurgie où on enlève toute la thyroïde. Donc on va parler de plusieurs choses. Et notamment, vous allez voir que ça concerne ce qu'on appelle donc, des nodules symptomatiques ou des cancers à faible risque. On va revenir sur la définition de tout ça. Et donc, je vais vous présenter les différentes alternatives non chirurgicales. Et Camille, bien sûr, va faire la partie chirurgie autre que thyroïdectomie totale. Alors, est-ce que ça marche? Ah, tu m'as dit que ça marchait, mais... C'est bon. Donc, là, sur l'espace, il faut faire? OK. Bon. Donc, ça, c'est le plan de ce dont on va parler. Donc, moi, je vais vous parler des définitions des alternatives à la chirurgie. Camille va parler des alternatives chirurgicales à la thyroïdectomie totale et à la cervicotomie. Voilà, ça marche. Alors, quelques définitions. On va parler de nodules. La plupart d'entre vous savent ce que c'est qu'un nodule thyroïdien, j'imagine, mais c'est quand même toujours bien de le rappeler. Ce qu'on appelle un nodule, c'est une hypertrophie localisée de la glande thyroïde. C'est une boule, quoi, en gros, hein, une boule dans la thyroïde. Alors, ce nodule, il peut être isolé. On peut avoir un seul nodule et tout le reste de la thyroïde qui est complètement normal. Mais la plupart du temps, en fait, les nodules ne sont pas isolés. Il y a plusieurs nodules sur l'ensemble de la thyroïde. Et parfois, c'est même au sein d'un goitre. Ce qu'on appelle un goitre, c'est une thyroïde qui est trop grosse dans l'ensemble en volume. Donc, dans ce cas, on appelle ça un goitre multinodulaire. Alors, les nodules dans la population générale en bonne santé, c'est très fréquent. À peu près 60% de la population est porteuse d'un nodule thyroïdien, sans le savoir, évidemment, tout le monde ne le sait pas. Mais si vous voyez un petit peu, si vous regardez la courbe qui est là, vous voyez une courbe rouge qui monte. Alors, en bas, c'est l'âge qui va de 0 à 90 ans. Et en rouge, c'est le nombre de nodules qu'on peut voir si on fait une échographie systématique. Et en gros, on voit que plus l'âge augmente, plus les gens sont porteurs de nodules quand on leur fait une échographie. Et en gros, c'est à peu près chez les femmes, donc plus chez les femmes que chez les hommes. Et en gros, à 60 ans, il y a 60% des femmes qui sont porteuses d'un nodule thyroïdien. Donc vous voyez, c'est beaucoup. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces nodules, ils sont complètement bénins. 95% des nodules de la thyroïde sont bénins et la plupart du temps, ils ne nécessitent aucun traitement. Heureusement, parce qu'on ne va pas aller enlever la thyroïde de 60% de la population féminine, c'est hors de question. Donc, on va être obligé de les traiter s'ils sont symptomatiques, on va voir ce que ça veut dire. Donc, s'ils entraînent des symptômes, s'ils sont gênants, ça peut être soit sur un plan mécanique, soit sur un plan esthétique. Ou alors s'ils fonctionnent de trop. Donc, c'est ce qu'on appelle des nodules toxiques. Ils sont responsables d'une hyperthyroïdie. Ou alors, bien entendu, si on est dans les 5% de nodules qui correspondent à un cancer, là, bien entendu, il faut pouvoir les détecter et les traiter correctement. Mais la plupart du temps, on ne fait pas de traitement pour un nodule thyroïdien. Donc, juste quelques définitions pour savoir de quoi on va parler là maintenant. On va parler de nodules symptomatiques bénins. Donc, c'est un nodule qui n'est pas un cancer, mais qui est responsable de symptômes, donc d'une gêne pour le patient. Alors, il peut être responsable de symptômes parce qu'il fonctionne de trop. C'est un nodule hyperfonctionnel, nodule toxique parfois, on appelle ça comme ça quand on fait une scintigraphie, on va le voir. Et donc, c'est un nodule qui peut être responsable d'une augmentation du taux d'hormones thyroïdiennes dans le sang, donc qui peut être responsable d'une hyperthyroïdie. Ceux-là, il faut les traiter, bien sûr. Deuxièmement, il peut être symptomatique parce qu'il est responsable d'une gêne. Vous voyez sur la photo que je vous ai mise, la boule, on la voit, ça déforme le cou. Donc forcément, pour le patient, c'est gênant parce que lui le voit, puis on lui fait la remarque, on lui dit, ah bah tiens, qu'est-ce que tu as là? Donc ça peut être une raison de le traiter même s'il est bénin. Il peut être gênant parce qu'il est responsable d'une gêne mécanique. Il gêne un peu pour respirer, il appuie sur les voies respiratoires. Ou alors, quand on bouge le cou, ça coince un peu. Ou quand on est allongé sur le dos, ça appuie et on ne respire pas bien quand on est allongé sur le dos. Donc ça, c'est un nodule responsable d'une gêne mécanique. Et puis, on va parler aussi, pendant ce topo, de cancer thyroïdien, donc à faible risque.
qu'est-ce qu'on entend quand on dit cancer thyroïdien à faible risque? Ça veut dire un cancer qui évolue lentement. Donc, ce n'est pas urgent de faire tout de suite enlever toute la thyroïde parce qu'on sait qu'il n'y a pas le feu. Et puis, le risque lié à une récidive de ce cancer, une fois qu'on l'a soigné, qu'on l'a traité, il est faible. Et le risque de métastasie à ce cancer, même si on ne fait rien, il est très faible. Donc, en gros, c'est un cancer qui est associé à un risque de mortalité lié à ce cancer qui est proche de zéro. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'un cancer agressif, comme on prend en charge dans le réseau de TUTIREF, où il faut vraiment être agressif dans le traitement aussi. Là, il faut que le traitement ne soit pas plus grave que la maladie. Si les suites du traitement, c'est-à-dire la thyroïdectomie totale, sont plus embêtantes que le fait d'avoir laissé ce petit cancer en place ou d'avoir fait un traitement light, bah, ça ne va pas, on n'a pas bien soigné le patient. Et donc, de plus en plus, avec l'apparition de ces nouvelles techniques et puis des meilleures connaissances sur l'évolution des cancers, bah, de plus en plus, les médecins qui les prennent en charge essayent de faire ce qu'on appelle de la désescalade thérapeutique, c'est-à-dire de diminuer l'intensité des traitements pour éviter de nuire aux patients, mais quand même correctement traiter leur pathologie, bien sûr. Et donc tout ça, ça aboutit à une diminution dans le temps progressive du nombre de thyroïdectomies totales chirurgicales qu'on va être amené à proposer aux patients. Donc il y a un certain nombre de traitements qu'on peut proposer qui ne sont pas du tout de la chirurgie et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors ça, c'est pas du tout un traitement, enfin, c'est moderne, mais c'est pas un traitement qui vient d'être inventé. C'est le traitement par iode radioactif. Certains d'entre vous en ont sans doute bénéficié si vous avez été traité pour un cancer thyroïdien, mais il faut savoir que l'iode radioactif, on peut l'utiliser aussi pour des nodules bénins, surtout pour des nodules qui fonctionnent de trop. Donc, c'est ce qu'on appelle des nodules hyperfonctionnels, ou vous verrez aussi le terme nodule toxique ou nodule autonome. Et donc, le but de ce traitement, c'est de venir détruire le nodule en utilisant des gélules d'iode radioactifs. Donc, je vous expliquerai un peu en détail comment ça se passe après. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certains nodules peuvent être traités par l'iode et d'autres non, parce que la thyroïde ou le nodule qu'on veut traiter, il ne capte pas l'iode. Je vais vous expliquer après à quoi sert l'iode dans la thyroïde. Donc, c'est pour ça qu'avant de faire ce type de traitement, on va vous faire une scintigraphie de la thyroïde. C'est un examen qui se fait en médecine nucléaire. Je vous ai mis l'image d'une scintigraphie thyroïdienne normale. On voit la forme de la thyroïde, qui a cette forme de papillon, comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui a une thyroïde normale. Il va capter l'iode radioactif. On va pouvoir faire une belle image de sa thyroïde. Donc, avant de vous proposer un traitement pour un nodule par de l'iode radioactif, on a besoin de savoir si ce nodule, il va capter l'iode radioactif. Et généralement, quand le nodule il fonctionne de trop, c'est très intéressant parce qu'il va capter l'iode radioactif. Donc, on voit que ça fait une boule sur l'image. Mais vous voyez plus du tout le reste de la thyroïde. Ce n'est pas parce qu'elle a disparu, mais c'est parce qu'elle ne fonctionne plus et elle ne capte plus l'iode. En revanche, le nodule, il capte très fort l'iode. Donc, ça va pouvoir être intéressant pour le traitement. Ça, c'est une autre forme de nodule qui capte l'iode, mais il est non extinctif, il capte l'iode, mais le reste de la thyroïde capte un petit peu aussi. Et puis là-bas, vous avez une image d'un goitre avec plusieurs nodules qui captent l'iode. On appelle ça un goitre multinodulaire toxique. Donc, quand vous allez donner de l'iode radioactif au patient, cet iode radioactif va venir se concentrer dans les régions qui sont noires. Donc, vous savez que vous allez pouvoir traiter ces nodules qui apparaissent en noir avec votre gélule d'iode radioactif. Pourquoi on donne de l'iode radioactif? Parce que la thyroïde utilise l'iode pour fabriquer des hormones thyroïdiennes. Toutes les hormones thyroïdiennes sont fabriquées à base d'iode, sinon il n'y a pas d'hormones thyroïdiennes. Donc la thyroïde, c'est un organe qui est capable de concentrer l'iode. Vous voyez sur la petite image, c'est une image comme au microscope de cellules thyroïdiennes. En rouge, les petits ronds rouges, c'est de l'iode. La thyroïde est capable de capter les molécules d'iode qui vont rester dans la thyroïde pour fabriquer les hormones. Et donc, cette iode, c'est l'iode naturel qu'on trouve dans l'alimentation, mais on peut donner aux patients ce qu'on appelle de l'iode radioactif. C'est pas dangereux, ça se présente sous la forme de gélules. C'est un traitement qui est connu depuis des années, des années, des années. On sait exactement les effets qu'a cet iode radioactif. Et contrairement au cancer thyroïdien, on va donner des faibles doses, donc qui ne sont pas toxiques, qui vont avoir très peu d'effets secondaires et qui vont venir traiter, donc détruire les nodules qui captent à la scintigraphie et uniquement ceux qui captent quand on a fait la scintigraphie avant. Donc l'effet, il est progressif, ça va permettre
de traiter l'hyperthyroïdie qui disparaît et de faire diminuer le volume des nodules qu'on traite. Donc c'est intéressant. Il y a très peu d'effets indésirables. C'est complètement contre-indiqué pendant la grossesse, évidemment. Mais sinon, c'est pas dangereux. Il ne faut pas en avoir peur. Ça marche très bien. C'est un traitement qui ne va pas augmenter le risque de cancer à ces doses-là. Il y a quelques précautions à prendre les jours qui suivent le traitement. Mais en gros, c'est simple et ça évite une chirurgie pour enlever le nodule qui posait problème. Maintenant, des techniques un peu plus modernes, je vais vous parler de techniques mini-invasives qui sont des techniques non chirurgicales qui se font en ambulatoire. Ça veut dire que vous venez à l'hôpital, mais ça peut se faire aussi pour certaines d'entre elles en cabinet chez un endocrinologue et vous ne restez pas dormir à l'hôpital. C'est toujours réalisé sous contrôle échographique et c'est consacré uniquement pour les nodules thyroïdiens bénins, symptomatiques qui provoquent des symptômes. Si vous avez un nodule qui est bénin, qui n'entraîne aucun symptôme, il n'y a aucun intérêt à aller faire ce type de traitement. Vous n'aurez aucun bénéfice. Et dès qu'on fait une procédure, même si elle est dite mini-invasive, il y a quand même invasif dedans, ça veut dire que potentiellement, il y a quand même des effets secondaires. Alors, il y en a deux types. On peut faire des injections d'éthanol dans le nodule, ça s'appelle une alcoolisation, ça c'est pour les nodules liquidiens. Et on peut faire des techniques plus récentes qui s'appellent des techniques de thermoablation. On va venir détruire le nodule par de la chaleur. Alors ça, c'est la technique d'alcoolisation. Vous voyez, c'est pas très compliqué, ça peut se faire au cabinet. On utilise de l'éthanol absolu à 96%, qu'on trouve uniquement à l'hôpital. Vous ne pourrez pas aller en acheter dans votre pharmacie ni au supermarché. On commence par vider le kyste, parce qu'il y a des nodules thyroïdiens qui sont complètement liquidiens. En fait, il n'y a pas de tissu dedans, mais c'est uniquement du liquide. Ce liquide, c'est très facile de l'enlever. On pique avec une aiguille qui n'est pas plus grosse qu'une aiguille à prise de sang. On vide le liquide et après, on va venir injecter un petit peu d'alcool dedans. Comme quand on traitait les varices, ça va venir scléroser le nodule et ça évite que le liquide revienne dedans. Ça prend 10 minutes et après, c'est terminé. Donc, si un patient a un gros nodule gênant complètement liquidien, on le vide, on met de l'alcool, il disparaît, on ne le voit plus. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez sur, je ne sais pas si vous voyez bien l'image là, ça c'est un gros nodule qui faisait 8 millilitres de rond noir. Et puis après, alcoolisation, il ne reste plus rien. Donc au niveau du cou du patient, on ne voit plus rien. C'est indolore et ça marche très très bien. Et donc ça, on peut le faire que si le nodule est liquidien, majoritairement liquidien ou 100% liquidien. Pour les nodules qui sont solides, donc qui sont faits de tissu, on ne peut pas mettre de l'alcool, ça ne marche pas. Mais par contre, on a développé des techniques qu'on appelle de thermoablation. Thermoablation, ça veut dire détruire par la chaleur. Et donc, au cours du temps, il y a plusieurs techniques qui ont été développées. Donc là, je vous ai mis les dates de la première publication qui a parlé de ces techniques-là. Donc au début, on faisait des techniques avec de la lumière laser. Ça a commencé à partir des années 2000. Ensuite, on a développé des techniques qu'on appelle des techniques de radiofréquence, qu'on peut utiliser aussi pour traiter des tumeurs du foie, par exemple. C'est très utilisé. Et donc là, en thyroïde, ça a commencé à partir de l'année 2006. Principe de la radiofréquence, on fait passer un courant électrique qui vient chauffer l'extrémité d'une aiguille. Et puis plus récemment, à partir de 2012, on a utilisé des techniques de micro-ondes. Alors c'est comme votre four à micro-ondes, dans la technologie c'est pareil, mais c'est concentré sur une aiguille et ça chauffe très très fort. Et donc avec la chaleur, on vient griller le nodule en fait, hein. On vient le nécroser et le détruire par la chaleur comme de la cuisson en quelque sorte. L'avantage, c'est que ça se fait en ambulatoire, sous anesthésie locale. Parfois, il y a un anesthésiste qui est là, qui vous endort un petit peu. Vous ne dormez pas, mais vous êtes détendu, on va dire, pour pas être stressé pendant la procédure. Mais ça dure la journée. Donc là, je vous ai mis le principe de la technique par radiofréquence. On a une électrode qui est comme une grosse aiguille à prise de sang, c'est pas plus épais comme aiguille. On vient piquer dans le nodule sous contrôle échographique. Donc là, vous voyez la sonde d'échographie à côté. Et puis, l'électrode va venir chauffer des sphères d'1 centimètre de diamètre à peu près. Et on va venir détruire tout le nodule par petites sphères d'1 centimètre de diamètre. Donc c'est assez long, c'est un peu délicat, c'est un peu fastidieux, ça prend un certain temps, ça prend à peu près 1 heure en fonction de la taille du nodule, parce qu'on est très minutieux pour ne pas faire de bêtises et pour ne pas chauffer les structures qui se trouvent autour de la thyroïde, notamment la trachée, l'œsophage, tout ça. Et donc on le fait sous contrôle échographique, vous voyez, on a l'écran d'échographie devant nous et à chaque instant, on vérifie
qu'on est bien dans le nodule et qu'on est bien en train de détruire le nodule. Donc, c'est une alternative à la chirurgie, mais uniquement pour les nodules bénins. Ce n'est pas un traitement de cancer de la thyroïde, sauf certains cas particuliers dont je vais vous parler après. Mais en tout cas, on ne traite quasiment que des nodules bénins. Il faut qu'ils soient tout seuls ou en tout cas dominants, parce que imaginez si vous avez un goître multinodulaire avec 10 nodules, on ne va pas les traiter comme ça, 10 nodules, ça n'a pas de sens. Là, dans ce cas, on fera quand même une chirurgie. Et puis, il faut que le nodule il soit là et pas là dans le thorax. Il faut qu'il soit accessible parce qu'avec l'électrode, on ne va pas arriver à traiter un nodule qui est là tout en bas. Et puis, il faut avoir fait 2 ponctions. Vous savez que pour étudier les nodules, on fait des ponctions en consultation. Ça va très vite, c'est facile à faire. Il faut au moins 2 ponctions qui confirment que le nodule est bénin. Et puis surtout, on traite uniquement les nodules qui sont gênants. Si on voit un nodule à l'échographie mais qui gêne personne, qu'il est petit et qui n'entraîne pas de gêne, on ne va pas aller faire prendre un risque au patient de lui brûler la trachée. On ne fait rien, on surveille. Par contre, s'il est gênant, si ça fait une boule, c'est une esthétique, ou si ça comprime, on peut lui proposer ce type de traitement. Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition. On peut aussi ne rien faire et surveiller simplement. Autre indication, nos fameux nodules toxiques hyperfonctionnels, on peut aussi les traiter par cette technique-là comme alternative à l'iode radioactif. C'est surtout intéressant si le reste de la thyroïde fixe un petit peu l'iode, parce que sinon, avec l'iode radioactif, il y a un risque. Une des complications de l'iode radioactif, c'est que ça peut entraîner des mois ou des années après le traitement une hypothyroïdie, parce qu'on est venu apporter de l'iode à la thyroïde saine. Donc, dans certains cas particuliers, ça peut être intéressant à la place de l'iode de faire ce traitement-là. Surtout si le nodule n'est pas très gros, ça marche moins bien si le nodule est très très gros. En tout cas, quand le nodule est volumineux, on ne va pas détruire 100% du volume du nodule. Le but, c'est de diminuer sa taille. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas adapté au gros cancer, parce qu'on en laisse toujours un morceau en périphérie du nodule pour être 100% en sécurité et pour ne pas venir créer de complications. Sauf si le cancer est tout petit. Ça, c'est plus récent. Les gens qui ont ce qu'on appelle un microcarcinome papillaire, c'est les petits cancers de moins d'1 centimètre, donc c'est vraiment des tout petits. Sous certaines conditions, on peut aussi les traiter par cette technique de thermoablation. Je vais vous en parler après. Donc, l'objectif de ce traitement, c'est de réduire le volume du nodule, mais il ne va pas disparaître. Il va falloir continuer de le surveiller et il peut repousser dans le temps. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il peut recommencer à pousser et on peut être amené à le retraiter uniquement s'il a des symptômes. Donc, en gros, on a des diminutions de volume entre 60 et 90%. Il y a quelques risques de complications après, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Il faut quand même avoir en tête que juste à côté du nodule, il y a la trachée, il y a l'œsophage. Donc, il y a quelques cas qui ont été décrits de brûlure de la trachée et de l'œsophage. Donc, ça, c'est pour vous montrer une patiente qu'on a traitée. Vous voyez, elle a un nodule qui se voit. Donc, c'est ça qui l'a gênée. Ce n'était pas joli, hein, vous voyez, de profil. Par contre, il était complètement bénin avec 2 ponctions. Il faisait 22 millilitres. Donc, on l'a prise en charge. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc, ça, nous, on le fait quand même au bloc opératoire à Lille, mais il y a des centres où ils ne le font pas forcément au bloc opératoire parce que nous, on aime bien faire une petite sédation. Donc, c'est sous anesthésie locale. Et en plus, l'anesthésiste, il passe un produit en intraveineux pour que les patients soient bien détendus. Et donc, vous voyez, on suit sur l'écran. Là, il y a l'aiguille. Alors, on ne voit pas très bien parce que ça fait des artefacts. C'est déjà fini le film de... Vas-y, remets-nous le... Donc ça, c'est l'écran du générateur qu'on surveille pour vérifier qu'on mette les bonnes énergies. Et donc, l'aiguille, elle est là dans le nodule et ça grille. Alors, ça fait des petits pocs, un peu comme du pop-corn. Et on surveille qu'on détruit bien l'ensemble du nodule. Et donc, qu'est-ce que ça fait une fois qu'on a fini? Voilà, à la fin du traitement, le nodule, il est tout noir. Ça veut dire qu'on a bien tout traité. On est content. Et on surveille. Et 1 mois plus tard, vous voyez le nodule, il fait 12,5 millilitres au lieu de 22. Et 6 mois plus tard, il fait 6 millilitres. Il a diminué de 71%. Et surtout, on ne voit plus rien. Donc le nodule, il est encore là. Il a juste diminué de volume, mais la patiente ne le voit plus et ne le ressent plus. Il n'y a plus de gêne. Autre possibilité maintenant pour les tout petits cancers, donc les microcarcinomes qui font moins d'1 centimètre, ben on n'est pas obligé de les enlever, ceux-là, finalement, parce qu'il y a eu des études qui ont montré que si on les laissait en place, certains d'entre eux, pas tous, ben, il ne se passait rien. En fait, ils ne grossissaient pas, le patient ne développait pas de métastases dans les ganglions,
Et il n'y a aucun patient qui mourrait de ce cancer-là, même si on le surveillait sur 10 ans. Donc, on s'est dit, ben, enlever la thyroïde de ces gens-là pour un tout petit cancer de rien du tout qui va jamais leur nuire, alors qu'ils peuvent faire des complications de la chirurgie de la thyroïde, c'est idiot. Donc, on va proposer des alternatives. Et donc, on garde quand même la possibilité de la chirurgie, parce qu'il y a certains patients à qui vous expliquez, bon, vous avez un cancer, mais on ne va pas l'enlever. Ce n'est pas entendable pour eux. Et donc, ils choisissent quand même d'avoir une chirurgie. Et ceux-là, on va respecter leur choix, bien sûr. S'ils ne se sentent pas à l'aise en leur laissant leur petit cancer, on va quand même leur faire la chirurgie. La plupart du temps, c'est une lobohysmectomie, ce n'est pas une totale. Mais on va quand même leur proposer deux autres alternatives. La surveillance active, c'est-à-dire on ne fait rien, mais on les surveille très régulièrement pour vérifier que ça ne grossisse pas. Ou alors, on fait une prise en charge en thermoablation, comme on vient voir avec cette technique radiofréquence ou micro-ondes ou autre. Mais c'est seulement si le nodule il est éligible à ces deux autres solutions. Si on pense que le nodule risque d'être agressif, que ça risque de devenir un cancer agressif qui grossit, on ne peut pas leur proposer cette solution-là. Donc avant de choisir, on est obligé de faire une très très bonne évaluation, à la fois l'interrogatoire dont parle le médecin et à l'échographie. On vérifie que toutes les conditions soient remplies. En gros, il ne faut pas qu'il y ait de ganglions envahis par le cancer quand on fait l'échographie, évidemment, parce qu'on ne va pas traiter les ganglions en faisant une thermoablation. Il ne faut pas que le cancer il vienne sortir de la thyroïde, même s'il est tout petit, mais s'il sort de la thyroïde, ça, c'est pas bon. Et puis, il faut qu'il soit éloigné de la trachée, le tuyau pour respirer, et éloigné des nerfs qui se trouvent en arrière de la thyroïde. Donc, en gros, il faut qu'il soit en plein milieu de la thyroïde, comme sur les salades là. Et il ne faut pas qu'il touche les bords, quoi. S'il touche les bords, on n'a pas envie de faire ni de la surveillance active, ni de la thermoablation. Et tout ça, c'est validé en RCP. Ces décisions sont décidées en RCP. Et donc, si le nodule est éligible, on va proposer au patient de choisir entre ces trois solutions. S'il souhaite une chirurgie, il n'y a pas de problème, on peut quand même continuer à l'opérer comme on a toujours fait. Si en revanche, il ne veut pas de chirurgie, deux solutions. Soit on lui propose une surveillance régulière, ce qu'on appelle la surveillance active. Et dans ce cas, on fait des échographies très régulières, à 6 et à 12 mois au début, puis chaque année pendant 5 ans, puis à 7 ans, puis on espace. Le risque de progression, si on ne fait rien, 5% de ces nodules vont grossir. C'est vraiment pas beaucoup, hein, donc ça vaut le coup. S'il veut quand même une prise en charge, mais pas de la chirurgie, à ce moment-là, on peut faire de la thermoablation s'il est dans le cas de figure favorable. Et généralement, on le propose chez des patients qui ont plus de 45 ans, moins de 45 ans, ça nous embête un peu. Et sachant qu'à tout moment au cours de la surveillance, donc soit s'il a eu la thermoablation, soit s'il a eu la surveillance active, à tout moment, il peut demander à faire une chirurgie, même si le nodule ne grossit pas. C'est le choix du patient. Il devrait être débarrassé. Voilà, donc ça, c'est des techniques non chirurgicales. Je passe la parole à Camille pour la chirurgie. Merci Myriam. Donc, pour discuter des différentes techniques chirurgicales, on va d'abord faire un petit rappel d'anatomie. Donc, la thyroïde, c'est une glande qui est située en bas du cou, et vous savez qu'on la compare souvent à un papillon. Donc, comme un papillon, elle est constituée de deux lobes, le lobe droit, l'aile droite du papillon, le lobe gauche, l'aile gauche, et la partie centrale qu'on appelle l'isthme. Quand on vous a parlé de nodules, on vous a dit que le nodule, c'est une boule. Et souvent, on s'imagine que ce nodule, il est posé sur la thyroïde, un peu comme une cerise posée sur un gâteau. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Il faut se dire plutôt que ce nodule, il vient de l'intérieur. Il fait partie de la thyroïde. Il va venir la déformer. Parfois, elle va changer de couleur, comme sur le dessin ici, surtout si le nodule il est volumineux ou s'il y a plusieurs nodules. Et il fait vraiment partie intégrante de la thyroïde. Ce qui fait que dans le type de résection qu'on peut proposer, on peut voir parfois passer l'opération d'énucléation où on va juste retirer la cerise. Et je vous ai dit que du coup, comme ce n'est pas une cerise posée sur la thyroïde, eh bien du coup, ce n'est pas une bonne opération et on ne va pas la proposer. Si la pathologie est est localisée uniquement sur l'isthme, la partie centrale de la thyroïde, on pourrait proposer une isthmectomie, retirer simplement la zone centrale de la thyroïde. On proposera soit une lobectomie, donc ici de retirer que le lobe gauche, soit une loboisthmectomie, retirer le lobe et l'isthme si la pathologie concerne juste un lobe.
Et une autre opération alternative à la thyroïdectomie totale, c'est la thyroïdectomie subtotale, où on va laisser un résidu de thyroïde de taille variable. C'est une opération qui se fait plus trop. Elle se faisait avant pour limiter les besoins en hormones thyroïdiennes, mais ce résidu thyroïdien va regrossir avec le temps et va pouvoir nécessiter une réintervention qui sera plus à risque. Donc du coup, c'est une opération qui a été globalement arrêtée, cette thyroïdectomie subtotale. Donc quand on parle d'alternative chirurgicale à la thyroïdectomie totale, ce sera plutôt une lobectomie ou une loboïsmectomie parce que les pathologies purement au niveau de l'isthme, les nodules vraiment localisés à l'isthme, c'est assez rare. Donc maintenant, comment on va choisir quelle procédure on va réaliser? Eh bien, ça va être une discussion entre le chirurgien et le patient. C'est une décision médicale partagée. On vous l'a dit tout à l'heure, il y a quelques années, ce n'était pas tellement le cas et c'était plus quelque chose d'imposé peut-être par le corps médical, mais maintenant c'est vraiment une discussion avec chaque patient entre une chirurgie partielle, lobectomie, loboïsmectomie ou une thyroïdectomie totale. Alors, sur quels critères on va se baser? Sur le type de pathologie d'abord. Si c'est une pathologie qui concerne qu'un côté de la thyroïde, ça a du sens de proposer de ne retirer qu'un seul côté. Si la maladie concerne les deux côtés, eh bien, ce ne serait pas logique de ne retirer que la moitié. Ensuite, on va s'intéresser également aux risques opératoires. Donc, les risques opératoires principaux en chirurgie thyroïdienne, ça va être le saignement, comme dans toutes les chirurgies. Et ce sera le même risque qu'on retire la moitié ou qu'on retire toute la thyroïde. Il y a également le risque que la voix soit modifiée, puisque derrière la thyroïde passent les nerfs des cordes vocales. Les nerfs récurrents ils sont euh, indiqués en violet ici. Et quand on va venir décoller la thyroïde du nerf, ça peut les embêter un peu, ils peuvent un peu moins bien fonctionner. La voix est modifiée chez 15 à 20% des gens après l'opération. C'est souvent transitoire, mais dans 1% des cas, ça persiste toute la vie. Et c'est globalement le même risque qu'on opère d'un côté ou de l'autre côté. Le dernier risque, c'est le calcium, car sur la thyroïde se trouvent 4 petites glandes, les glandes parathyroïdes, les petits ronds orange ici, qui sont les glandes qui régulent le métabolisme du calcium. On va venir les détacher de la thyroïde pour les laisser dans votre cou. Et le fait de passer à côté, parfois, elles n'aiment pas trop et ça peut faire diminuer le calcium. Ça fait des fourmis dans les doigts, des fourmis autour de la bouche. On donne des sachets de calcium. Ça arrive chez 15 à 20% des gens après l'opération quand on retire toute la thyroïde. Parce que quand on retire que la moitié, eh bien, on n'en embête que deux. Les deux autres continuent de travailler, et donc on n'est pas gêné par le calcium. Quand on retire toute la thyroïde, je vous ai dit, 15 à 20% des gens vont présenter une baisse du calcium après l'opération qui sera transitoire, mais dans 1% des cas, ça persistera à vie. Ensuite, on s'intéresse à la nécessité d'un traitement hormonal. On sait que quand on retire toute la thyroïde, eh bien, il faut la remplacer par des hormones thyroïdiennes. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que quand on retire la moitié de la thyroïde, l'autre moitié ne va pas forcément travailler assez. Et que dans 50% des cas, on pourra peut-être avoir quand même besoin d'un traitement hormonal. Donc, ce n'est pas certain de ne pas avoir besoin de traitement si on ne retire que la moitié. Et enfin, dans la discussion, on va s'intéresser au risque de réintervention. Alors, le risque de réintervention, qu'est-ce que c'est? Quand on a retiré que la moitié de la thyroïde, qu'on a fait une lobectomie ou une loboïsmectomie, eh bien, on peut être amené à vous proposer une réintervention sur le côté restant. Soit de façon précoce, 3 mois après l'opération, si le nodule qu'on a retiré avec le lobe eh bien, s'avère cancéreux à l'analyse au microscope. À chaque fois qu'on retire un morceau de thyroïde, on l'envoie en analyse. Donc, si ce nodule revient cancéreux à l'analyse et qu'il y a nécessité d'un traitement complémentaire par iode radioactif, eh bien, on proposera une nouvelle prise en charge chirurgicale à 3 mois de l'opération pour retirer le deuxième côté de thyroïde et faire le traitement par iode radioactif. Ce qui fait que, en fonction du risque de malignité
de ce nodule en fonction de l'aspect à l'échographie, du résultat de la cytoponction, de l'absence d'adénopathie suspecte, puisqu'on parle des cancers à faible risque, mais également de la présence d'une adénopathie douteuse, ça va nous permettre d'évaluer un risque de malignité en préopératoire et de dire ce nodule est plutôt rassurant et le risque de malignité est très faible, de l'ordre de 1%, 5%, 10%, ou à l'inverse, le risque de malignité est de 80%, 99%. Et en fonction de ça, eh bien, on proposera plutôt une prise en charge par lobectomie ou par thyroïdectomie totale si on pense que le risque de réintervention est très élevé du fait de l'aspect du nodule. Ce qui nous aidera aussi à décider, c'est la taille du nodule. Si c'est un tout petit nodule, un micropapillaire, comme parlait Myriam, pour lequel on pourrait faire une surveillance active, eh bien, du coup, on ne va pas proposer de retirer toute la thyroïde. Et enfin, on peut également proposer une réintervention, mais plus tardivement. C'est sûr que si on laisse la moitié de la thyroïde, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, dans les années qui viennent. Est-ce qu'un autre nodule apparaîtra qui nécessitera une prise en charge? Peut-être ou pas. On ne peut pas le dire. C'est sûr que si on laisse un côté, il y a ce risque de réintervention. Mais encore une fois, si le risque de réintervention est faible, il n'y a pas de contre-indication à une lobectomie. Inversement, si ce risque de réintervention est très élevé, eh bien, on orientera le patient vers une thyroïdectomie totale. Encore une fois, c'est une décision médicale partagée à la fin de la consultation. On va voir ensuite les alternatives à la cervicotomie. Donc, la cervicotomie, c'est la voie d'abord classique pour la chirurgie thyroïdienne. On a dit la thyroïde, elle est située en bas du cou, donc on va faire une cicatrice arciforme au-dessus des clavicules, cicatrice qui va s'estomper avec le temps dans la majorité des cas. Depuis quelques années, se pose la problématique de cette cicatrice de cervicotomie pour plusieurs raisons. Chez certains patients, c'est pour des raisons spirituelles, comme dans la médecine chinoise, où on dit que la cicatrice de cervicotomie empêche les énergies de circuler le long des méridiens, ou pour des raisons de crainte de troubles de la cicatrisation chez des patients qui ont déjà eu des problèmes similaires avec le risque de cicatrices kéloïdes, ce sont ces cicatrices épaissies et élargies. Et chez d'autres patients, ça va être l'impact psychologique de la maladie qui sera rappelé par cette cicatrice et qu'ils veulent éviter. Donc, ces dernières années, se sont développées des techniques dites avec sans cicatrice cutanée visible. C'est-à-dire qu'il y a toujours des cicatrices cutanées, mais elles vont être déportées. Donc, soit par voie transaxillaire, où la cicatrice est au niveau du creux axillaire et on va venir décoller les tissus pour accéder à la thyroïde, soit par voie biaxillaire, biaréolaire, où on passe dans les deux creux axillaires et au niveau des deux aréoles, soit par voie rétro-auriculaire. Donc, à chaque fois, il y a des cicatrices sur la peau, c'est juste qu'elles ne sont pas visibles dans le cou. Plus récemment, s'est développée une nouvelle technique, plus réellement sans cicatrice, c'est ce qu'on appelle la voie transorale. Donc, on va passer par la bouche pour accéder à la thyroïde. Les cicatrices vont être derrière la lèvre. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des cicatrices, mais vous savez que les plaies dans la bouche cicatrisent très bien par rapport aux plaies cutanées. Donc, on va réaliser 3 incisions au milieu et puis 2 sur le côté pour permettre de passer les instruments. Ça va nous donner un accès direct à la thyroïde. Donc, d'abord, on arrive sur les muscles qui enveloppent la thyroïde, les muscles pré-thyroïdiens, qu'on va ouvrir pour accéder à la thyroïde. On va ensuite pouvoir réaliser la même opération qu'on réalise par chirurgie ouverte. On va la couper en son centre, au niveau de l'isthme, pour travailler d'un côté puis de l'autre, comme en chirurgie ouverte.
on va venir libérer les vaisseaux thyroïdiens, les sectionner pour pouvoir libérer la thyroïde et la mobiliser. On voit en jaune les glandes parathyroïdes et on voit en blanc le nerf récurrent. Donc, il faut vous imaginer qu'on a un écran télé qui est la taille de cet écran-là et qu'on voit très bien, du coup, les éléments à préserver, la glande parathyroïde et le nerf. Donc, c'est vraiment la même qualité de chirurgie que par voie ouverte. Une fois qu'on a retiré du coup la thyroïde des deux côtés, on sort la pièce et puis on referme les muscles comme si on n'était jamais venu. Après l'opération, donc on ferme les plaies dans la bouche avec des fils résorbables qui vont disparaître tout seuls, comme pour les dents de sagesse. Il y a juste des bains de bouche à faire et puis un traitement antibiotique au début, un pansement un petit peu compressif, vous avez vu, pour soutenir, et puis ensuite, du coup, les cicatrices derrière la lèvre qui ne se voient plus. Donc, à un mois de l'opération, tout est refermé et au niveau du cou, on ne voit rien du tout. Les contre-indications de cette voie d'abord, eh bien, ça va être le volume de la thyroïde, puisque bien sûr, si on a une thyroïde très volumineuse, eh bien, on ne pourra pas réaliser l'opération comme ça par caméra. Ça va être aussi la localisation des nodules, s'ils sont particulièrement mal placés, ça va être compliqué. Et si on a déjà été opéré, du coup, ça peut gêner. Et enfin, c'est la disponibilité de la technique, puisque c'est une technique qui est un petit peu plus récente, qui n'est pas réalisable dans tous les centres. Il faut une période de formation. Elle est accessible actuellement dans plusieurs centres en France et au CHU de Lille. Et c'est dans le cadre d'un essai randomisé pour la comparer du coup à la cervicotomie pour permettre qu'elle soit disponible au plus grand nombre. J'ai perdu mon binôme. Donc, en conclusion, pour les nodules symptomatiques et les cancers à faible risque, il existe maintenant des alternatives à la thyroïdectomie totale et à la cervicotomie. Chaque patient est différent et chaque thyroïde est différente, donc il faudra proposer là où les techniques adaptées à chaque patient pour pouvoir en discuter avec lui et pouvoir prendre une décision médicale partagée. Et la pathologie va évoluer dans le temps et à chaque moment, eh bien, on pourra changer son fusil d'épaule et puis s'orienter d'une situation à une autre en fonction du souhait de chacun. Et il est important du coup de maintenir le suivi dans tous les cas. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. N'hésitez pas. Il y a un micro qui va passer, ou sans micro si vous êtes intimidé. Ça coûte cher la thermoablation. C'est remboursé? Alors pour l'instant, c'est pas encore remboursé, mais c'est en passe de l'être. Donc ça veut dire que c'est faisable dans le privé, mais le patient paye. Il y a certaines mutuelles qui prennent en partie en charge, mais en gros, il y a de l'argent à sortir. Alors nous, à Lille, on a la chance, grâce à Camille, de pouvoir le proposer sans coût pour le patient, parce on a obtenu un financement spécifique innovation par le CHU. Et bientôt, on espère, il devrait y avoir ce qu'on appelle une cotation par la sécurité sociale qui permettra, on l'espère, que ce traitement soit remboursé. Mais pour l'instant, c'est pas remboursé pas tout et ça peut être assez coûteux dans certains endroits. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que la thermoablation de nodules, ça n'entraîne pas d'hypothyroïdie. C'est aussi ça qui est très intéressant, même par rapport à la loboïsmectomie. Vous voyez que même quand on enlève que la moitié de la thyroïde, il y a quand même un risque d'hypothyroïdie qui n'est pas nul. Par contre, si on traite par thermoablation un nodule, il n'y a jamais d'hypothyroïdie, donc jamais besoin de prendre de l'hormone thyroïdienne derrière. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Soyez pas timide, allez-y. Et tu l'as pas demandé, mais pour la chirurgie sans cicatrice, il n'y a pas de surcoût non plus.
de prise en charge de chirurgicale, plutôt sur l'interrogation. Alors, les premières techniques non chirurgicales, il n'y a que l'iode radioactif qui peut s'appliquer à la maladie de Basedow. Les autres, c'est pas pour la maladie de Basedow du tout, hein. Ah, pardon. D'accord, excusez-moi. Un nodule. D'accord. Après, il faut qu'ils répondent aux conditions de la réalisation du traitement par iode radioactif. S'ils ne captent pas bien l'iode, ou alors s'il y a d'autres choses dans le parcours qui font que l'iode radioactif est contre-indiqué, ça ne va pas être possible. Donc, ce n'est pas possible chez tous les nodules toxiques. Il faut voir ce que vous avez d'autre sur le reste de votre thyroïde aussi, parce que le traitement par iode radioactif ne va traiter que le nodule toxique et pas les autres problématiques du reste de la thyroïde. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas. On a plusieurs traitements à disposition. Mais après, on fait un peu de la dentelle avec chaque patient et on va essayer de proposer celui qu'on estime le meilleur, ou en tout cas les meilleurs pour le patient donné. Si on pense que ce n'est pas la bonne solution, que ça ne va pas régler tous les problèmes du patient, que ça ne va pas régler tous les symptômes, on ne va pas choisir ce traitement-là. C'est peut-être votre situation, après, je ne sais pas, mais ça ne se prête pas à tous les nodules et à toutes les situations. Moi, je vais suivre avec intérêt pour les présentations. Mais moi, j'ai une décision, peut-être pour le futur président du conseil de surveillance du centre hospitalier, qui sera désigné après les prochaines élections municipales de Lille, qui prennent en compte ce type de problématique et qui puissent vous rencontrer dans la meilleure des belles. Dans quel but exactement? Pour les élections municipales, ce sera celui qui sera élu. Ah oui, 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 d'accord, oui. Oui, parce que le maire de Lille est président de... Ça y est, j'ai compris. C'est le maire de Lille. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Juste une précision. Si on a un nodule et qu'on a une TSH un petit peu basse, est-ce qu'il faut absolument traiter? Parce que ça dépend de l'âge du patient. Question qui se pose du docteur Lyon. Non, bien sûr, ça dépend. Voilà, les hyperthyroïdies très franches, où ils doivent être traités. Après, il y a des cas de figure un peu plus limites dans lesquels le dérèglement de la thyroïde est minime et n'a pas de conséquences cliniques. Ceux-là, on n'est pas obligé de les traiter, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, ça dépend de l'importance des conséquences cliniques. On ne va pas traiter une anomalie de la prise de sang, on ne va pas traiter une boule vue à l'échographie, on va traiter une conséquence clinique pour le patient. Si on diagnostique quelque chose, mais que ça n'a aucun impact sur la vie du patient, évidemment, on ne va pas faire un traitement qui risque de lui nuire, on ne fait rien. Ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose qu'on doit forcément intervenir.